Alors, dans le cadre de nos conversations autour de l'art, nous avons la chance ce soir de recevoir Olivier Gabé, directeur du Musée des Arts Déco de Paris, qui est venu spécialement pour nous, pour vous, les amis, alors qu'il vient d'inaugurer une exposition majeure sur Gio Ponti, célèbre architecte, designer italien des années 60-70, et également un nouveau parcours des salles de design du 20e au musée. Donc je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir ce magnifique musée, 107 rue de Rivoli. Voilà. Et je vous parle de ce musée parce que c'est un musée aussi qui me touche beaucoup. Je suis un petit peu active aussi auprès d'Olivier parce que j'ai créé un cercle de collectionneurs. Voilà. Et quand on parle de collectionneurs, évidemment, dans les grands collectionneurs, on pense aussitôt à Pierre Berger, à Yves Saint Laurent. Et donc Olivier va nous expliquer, nous démontrer comment est né le goût Berger Saint Laurent. Voilà, avant de passer la parole à Olivier, je vais vous demander d'éteindre vos portables, à la fois au niveau sonore et peut-être visuel. Deux, trois personnes m'ont fait la remarque comme quoi c'était très gênant d'avoir des images de téléphone quand on filmait ou quand on voulait envoyer des photos sur WhatsApp. Donc si vous voulez le faire, peut-être mettez-vous dans les derniers rangs pour ne pas déranger les autres spectateurs. Voilà, je vous souhaite un bon moment. Merci de votre fidélité, merci d'être là et à très bientôt. Voilà Olivier, je te passe la parole. Merci beaucoup Caroline. Merci de cette invitation. Merci à Björn, merci à Madison de m'accueillir ici. C'est jamais sans émotion qu'on parle d'un sujet qui tient à cœur. Je tiens juste à vous rappeler que Pierre Berger a été vice-président du Musée d'art décoratif pendant de très longues années, qu'il était d'ailleurs dans le jury qui a eu la lourde responsabilité de choisir le directeur que je suis. Donc je suis aussi très ému à ce titre ce soir. Alors quand Caroline m'a invité à venir, on s'est posé la question d'un sujet et la question du goût, qui est un mot qui revient souvent dans les écrits d'ailleurs, et dans les entretiens qu'a souvent accordé Pierre Berger, m'a semblé être sans doute la question la plus intéressante. Je n'ai pas envie de vous parler ici de collection, parce que je pense que vous avez tous entendu parler de la collection Yves Saint Laurent de Pierre Berger. Je n'avais pas forcément envie de vous parler aussi de l'aspect sensationnel, parce que souvent on limite et on réduit beaucoup de choses à la farandole des prix, au superlatif. Je trouvais important de montrer au contraire comment s'était construit le coup d'un couple qui va marquer et qui marquera pour très longtemps l'histoire du XXe et du XXIe siècle, comme une sorte d'enquête. Euh, là, mais à moins de manger le micro, là, je ne peux plus rien pour toi. Enfin, voilà, peut-être que si Amine peut faire quelque chose avec le. Voilà, comme ça. C'est mieux. Je t'en prie. Et donc, je trouvais que cette idée d'une promenade comme ça, dans l'histoire du goût, et surtout comme une sorte d'enquête pour savoir comment on passe de ce très bel appartement rue de Babylone, que vous connaissez tous, mais que vous ne connaissez sans doute pas sous cet aspect vide, comment cet appartement, devenu mythique, est devenu aussi un laboratoire du goût à la française. Et ce qui me semblait frappant chez Pierre Berger et Yves Saint Laurent, alors Saint Laurent s'est pas toujours beaucoup exprimé sur ce goût. Pierre Berger, à la fin de sa vie, a notamment avec Laura Adler et dans quelques interviews, portraits, c'est un peu plus ouvert sur cette question de collection. Mais je vous renvoie au livre qui est fait avec Laura Adler, ce livre d'entretien qui s'appelle Notre histoire de notre collection de tableaux, qui est un texte, je trouve, assez merveilleux, où il nous donne comme ça plein d'indices. J'ai trouvé plus amusant et plus intéressant pour vous ce soir d'aller à la rencontre de ces indices, comme une enquête, puisque ces sujets ont souvent été évoqués au moment des ventes Berger-Saint-Laurent, évidemment, mais pas forcément d'un point de vue très historiographique. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la mode, ça n'aurait échappé à personne. Par contre, je me connais un peu plus l'histoire du décor et du goût, et c'était sous cet angle-là qu'il m'intéressait de voir comment ce très bel appartement était devenu, avec d'autres lieux d'ailleurs, un laboratoire du goût. Alors, l'enquête, je propose de la commencer avec Christian Dior. Dans ce livre d'entretien avec Laura Adler, Pierre Berger, et on imagine le son et le ton de sa voix lorsqu'il lui parle, euh, évoque plusieurs fois la question du goût, la question des dégoûts aussi. Je le cite, j'aime beaucoup cette petite citation. Il faut se méfier du goût. Il n'y a qu'une chose à laquelle je tiens à être fidèle dans tous les domaines, ce sont mes dégoûts. J'attache beaucoup plus d'importance au dégoût qu'au goût, parce que l'on peut changer de goût, mais jamais de dégoût.
Et je pense que tout l'esprit du personnage est assez contenu dans cette citation. Et je pense que c'est quelqu'un qui, d'abord, avait, comme Yves Saint-Laurent, horreur du bon goût, qui est quand même le truc le plus effrayant du monde, qui avait sans doute de la sympathie pour le mauvais goût, parce que c'est toujours excusable d'avoir mauvais goût, mais qui, de facto, par son histoire, par son parcours, avait beaucoup de respect et d'admiration pour le goût et surtout pour un certain grand goût français que j'ai envie d'évoquer avec vous. Alors, la première personnalité, c'est Dior. Euh, Évidemment, c'est ce qu'on a essayé de montrer l'année dernière lors de l'exposition Christian Dior, couturier du rêve au musée d'art décoratif. Ce qui est important aussi, c'est que dans cet entretien, en 2009, Pierre Berger évoque Dior, évoque qu'il a bien connu lui aussi, tout autant que Yves Saint-Laurent. Il parle de son immense culture et aussi, il a cette mention assez étonnante parce qu'il ne parle pas beaucoup de la mode de Christian Dior. Il peut sans doute trouver ça trop banal de s'exprimer sur ce sujet qui était quand même bien connu. Et il parle de la question du goût chez Christian Dior. Et je le cite encore, il dit probablement le premier chez lui à mélanger une tapisserie haute époque avec une table de galets. Et cette liberté que l'on retrouve chez Christian Dior est sans doute quelque chose qui a aussi beaucoup impressionné, et ils étaient tout jeunes à l'époque, et Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Alors vous voyez ici Christian Dior avec Victor Grandpierre dans les avenue Montaigne, en train de vérifier les travaux d'installation. Et puis cette vue beaucoup plus moins connue de Christian Dior au lit en train de prendre son petit déjeuner, lire le journal, et un décor qui laisse entrevoir justement cette personnalité assez originale, assez aussi sortie des créneaux habituels de l'histoire du goût de son temps. Et Dieu sait s'il aurait pu reproduire bêtement le goût de ses clientes, et il va au contraire avoir son goût à lui. Vous avez quelques vues de différents moments de sa vie, et ce qui est intéressant, à la fois rue Royale, mais aussi boulevard Sandeau, c'est cette idée du mélange. Et vous retrouvez ici, je pense que Pierre Berger avait en tête cette image, Christian Dior chez lui à rue Royale, où vous voyez, vous devinez un miroir dans le fond qui est un petit peu naturaliste, peut-être un peu trop rigide pour être Belle Époque ou Art Nouveau, mais quand même qui est l'expression de ça. Et en même temps, en effet, du mobilier, Second Empire, un portrait un peu pompier des années sans doute 1860-70. Cette liberté de ton et cette façon aussi de se projeter dans son intérieur, d'une certaine manière de démontrer que le goût est aussi un véhicule de communication et d'image, qui est une notion très moderne. Je tiens à le souligner. Vous le voyez là encore, toujours boulevard Sandeau, Christian Dior à la fois dans un portrait intime et en même temps se servant de cet intérieur et de ce goût, notamment pour le goût néoclassique, pour justement servir d'écrin à un certain nombre de photographies mettant en valeur ses propres créations, qui est une chose que Yves Saint-Laurent mettra aussi en œuvre très régulièrement rue de Babylone. Alors ce sens du mélange, vous l'avez ici sur des photos de l'intérieur de Christian Dior, à la fois ces objets chinois, ces objets 18e, mais aussi ce espèce de confort Second Empire 19e siècle qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'intérieurs d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. J'aime beaucoup évidemment la petite niche un peu confortable, très Second Empire, où vous voyez que en même temps, au-delà du décor assez opulent, Christian Dior n'a pas hésité à mêler des pièces beaucoup plus modernes, puisque vous avez à la fois des dessins de Christian Bérard et son portrait par Bernard Buffet. Et je pense aussi que quand Pierre évoque ce mélange de haute époque et d'art nouveau, sur l'image de droite, vous voyez dans le fond une tapisserie très importante qui s'appelle l'Astronome, dont une autre version, alors celle originale de Christian Dior, on ne sait pas où elle est aujourd'hui, mais une autre version de cette très, très importante tapisserie du XVe siècle se trouve aujourd'hui au Musée national de Stockholm et est une des pièces les plus importantes de la collection. Et on voit bien justement avec cette majolique italienne combien Christian Dior sait aussi, lui, se détacher d'un certain goût ambiant à l'époque pour, on va dire, que développe aussi la Café Society pour un XVIIIe siècle assez opulent, pour aller parcourir des territoires un peu moins connus et un peu moins appréciés souvent de ses contemporains. Et je pense que ce premier laboratoire du goût a dû être très important, et pour Pierre Berger et pour Yves Saint-Laurent, dans la propre fabrique de leur goût. Une autre image que j'aime beaucoup, qui est contemporaine de ce que l'on voit des intérieurs de Christian Dior, c'est une aquarelle de Sérébriakov qui représente l'intérieur de Christian Bérard, autre personnalité fondamentale pour Christian Dior, mais qui se fait aussi le pont par sa culture, notamment son amour du théâtre, du spectacle, avec la culture de Saint-Laurent et de Pierre Berger. Et donc cet appartement qui se fait dans le 6e arrondissement, très amusant aussi, avec à la fois ce sens du confortable, ce sens de très beaux objets. On le voit avec ces bronzes représentant des statues égyptiennes, et en même temps une sorte de fatras, de livres, d'objets assez
peut-être plus évident ou plus facile, en tout cas le fruit de chine et de brocantes diverses et variées, qui est une des passions de Christian Bérard et de Christian Dior, et qui sera aussi, alors peut-être pas de cette façon-là, de façon un peu plus élaborée, mais aussi une pratique quasi quotidienne chez Saint-Laurent et Pierre Berger. Une autre personnalité importante à l'époque, c'est Madeleine Castin. Je vous montre une photo qu'on connaît d'elle plutôt à la fin de sa vie, mais évidemment, je préfère la photo de droite. On la voit avec son mari Marcelin devant la boutique de la rue Jacob. Ils sont tout fiers, ils viennent d'acheter la boutique. On est juste après-guerre, elle n'est pas encore installée. Castin est important puisque c'est quelqu'un qui va remettre aussi au goût du jour un goût pour le 19e siècle qui est déjà très éclectique, très brassé, où on aime le chintz, le côté confortable, et en même temps les multitudes d'objets, à la fois des objets relevant d'une culture élaborée, très sophistiquée, quelquefois aussi des objets beaucoup plus amusants ou beaucoup plus liés à une forme de quotidien. Alors vous avez ici deux images importantes dans cet imaginaire de Castin. En haut, l'intérieur de l'impératrice Eugénie à Farnborough, quand elle est en exil en Angleterre. Et vous voyez un intérieur qu'on pourrait rapprocher aussi de certains intérieurs à la fois de Castin et un peu plus tard de l'esprit qui règne aussi dans certaines résidences de Saint-Laurent et de Pierre Berger. Et de la même façon, d'une façon un peu plus régalienne, le château de Saint-Cloud, lors de la visite officielle une visite d'État de la reine Victoria, vous voyez assise dans son fauteuil en train de faire des broderies ou de faire je ne sais quoi. Et vous voyez ce sens aussi, en effet, à la fois de la grandeur de l'art et en même temps ce sens, un certain sens du confort et d'une intimité aussi fondamentale dans à la fois les rapports sociaux, mais aussi l'importance des rapports amicaux. D'autres éléments qui seront fondamentaux dans la culture, on va dire la culture et le goût de quelqu'un comme Castin. Vous avez en haut la vallée aux Loups, la maison de Chateaubriand, qui est rénovée dans les années 50. En dessous, une vue du château de Saché, le château de Balzac, lui aussi rénové à peu près dans les mêmes périodes. Et en haut, une vue de la maison de la salle à manger si proustienne d'Illier-Combray, chez la fameuse tante Léonie, qui aussi marque beaucoup les esprits de décorateurs et de collectionneurs et de marchands dans les années 1940-50. Alors les intérieurs de Castin, on les connaît surtout à travers ses propres intérieurs. Vous avez ici une vue d'un des salons rue Jacob, qui se trouvait au-dessus de son magasin. Et vous le voyez bien, les grands antiquaires n'ont pas peur de dire magasin. Vous savez qu'à un moment dans son livre d'entretien avec Laura Adler, Pierre Berger rappelle qu'à l'époque, on appelait ça des marchands ou des antiquaires qu'on allait voir dans des magasins, et que dorénavant, au XXIe siècle, on parle de galeristes qui font des expositions, des choses très sérieuses, alors que finalement, c'est aussi le marché de l'art et c'est la dimension amusante et de découverte qui est fondamentale. Donc, l'intérieur de la rue Jacob, où on voit se mélanger à la fois des objets chinés un peu partout en France et en Europe, mais aussi un certain goût pour l'art moderne, puisque vous le savez, Madeleine et Marcelin Castin seront des amis et des protecteurs très importants de Chaim Soutine, où vous voyez un des portraits de Madeleine au-dessus du canapé. Donc, je passe assez vite sur ces objets dont on a retrouvé il y a quelques peu de temps encore cette tonalité, ce sens aussi de l'humour, ces objets de l'esprit dans certains intérieurs, à la fois d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Ce qui est fondamental aussi chez Madeleine Castin, c'est qu'elle est une des premières à s'intéresser, à se réintéresser en tout cas à ces mobiliers extrêmement légers, fantaisistes, que ça soit le bambou, très connu pour ses moquettes avec des lierres, etc. En tout cas, une sorte de poésie, une sorte de légèreté qui est revendiquée et qui vient mettre un peu à mal une forme de, on va dire, de lourdeur et de pompe qu'on retrouve dans beaucoup d'intérieurs d'une certaine élite de l'époque. Vous avez notamment à gauche une vue de ce qu'elle appelait le magasin, qui était la petite remise qu'elle avait à la fois rue Jacob, à l'arrière de la boutique, où c'était un peu une sorte aussi pour elle de laboratoire, où elle présentait pour la première fois des pièces qu'elle avait chinées à droite et à gauche. Et dans ces intérieurs, on le voit ici à Lèves, qui était sa maison de campagne, ou aussi ce projet, ce décor qu'elle crée à la demande de Francis Weisweller, qui était une amie aussi de Saint-Laurent, une grande cliente et une amie de Saint-Laurent et de Pierre Berger. On sent aussi chez elle cette capacité, cette audace qu'elle revendique dans ses entretiens de l'époque, à mélanger aussi on va dire des incontournables de ce qu'est l'ameublement de toute façon de n'importe quel appartement ou une maison, des grands canapés, des grands fauteuils, avec cette touche très singulière à la fois de mélange de textiles, de mélange de motifs, qui sera aussi de sa manière aussi un des leitmotifs de la création en termes de haute couture chez quelqu'un comme Saint-Laurent. Vous voyez ici un tapis moquette léopard ou panthère dont elle garnira beaucoup des intérieurs qui lui seront commandés. Évidemment, un des ponts entre Madeleine Castin et Pierre Berger Saint-Laurent, c'est Jean Cocteau,
puisque Jean Cocteau est toujours Francine Vézelaire à la Villa Santos-Spire, puisque si on se focalise beaucoup sur les grandes fresques de Jean Cocteau, on oublie quelquefois que l'ensemble du décor avait été imaginé par Madeleine Castin et que c'était elle qui avait, avec Francine Vézelaire, avait chiné l'ensemble des meubles et des objets qui s'y trouvaient. Et évidemment, de Madeleine Castin à Francine Vézelaire, il n'y a qu'un pas vers, évidemment, Milly-la-Forêt et la maison refuge de Jean Cocteau, qui a été restaurée d'ailleurs il y a quelques années grâce au mécénat et aussi grâce à l'impulsion, on va dire, esthétique de Pierre Berger, et qui est un assez bon, je dirais, une assez belle évocation de ce qui est aussi une des sources de ce goût de Saint-Laurent et de Pierre Berger. Une autre figure évidemment remarquable, c'est celle de Marie-Laure et Charles de Noailles. Alors, je suis désolé pour Charles, je n'ai plus cette photo extraordinaire de Marie-Laure. Là encore, dans le livre d'entretien avec Laure Adler, Pierre Berger est très dithyrambique par rapport à cette rencontre avec les Noailles. Il parle à plusieurs reprises dans des choses très, très détaillées qui sont intéressantes pour les historiens des arts décoratifs et du décor, leur impression et leur expérience de cette visite. Je le cite là encore. C'était extraordinaire, c'était le goût et l'insolence, la rigueur et la désinvolture. Je pense que ce sont 4 mots assez clés aussi pour comprendre certains des projets que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, avec la complicité de Jacques Grange évidemment, mais aussi d'autres décorateurs, je pense à Peter Marino, je pense aussi à François-Joseph Graff, vont mettre à jour. Il le dira toujours que pour eux, les Noailles ont été la référence absolue, même s'il le dit avec beaucoup d'humour dans son entretien avec Laure Adler. On ne se levait pas tous les jours en regardant le fameux numéro de Connaissance des Arts dont je vais vous montrer quelques images qui détaillait l'ensemble de l'hôtel particulier de la rue des États-Unis en se demandant qu'allons-nous faire aujourd'hui. Il revendique à la fois une sorte de référence absolue et en même temps un exercice de style sur lequel eux-mêmes ont réinventé leur propre goût et leurs propres envies. Il dira d'ailleurs que même pour lui, l'accrochage en tant que tel, place des États-Unis, de l'autre côté d'ailleurs de chez Francine Vézelaire, que l'accrochage lui-même était une œuvre d'art en tant que tel. Il rappelait aussi que c'est Jean-Michel Franck qui avait composé une partie de l'accrochage des peintures avec Marie-Laure et Charles de Noailles. Ce qui est important évidemment, c'est que sur une photographie de ce type, au-delà de l'incroyable présence de la propriétaire et mécène et commanditaire fameuse qui est Marie-Laure de Noailles, c'est déjà ce mélange d'un guéridon néo-gothique, on va dire des années 1800-1830, d'une table recouverte d'objets de vermeil et d'or et d'argent qui sont vraiment tous ces petits objets de vertu, ou ces pièces d'orfèvrerie allemandes ou d'Europe centrale qui vont aussi fasciner énormément à la fois Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Et ce tableau 19e de Pierre-Paul Prudhon, beaucoup plus classique aussi dans sa facture. Alors Pierre Berger, dans le livre d'entretien, rappelle beaucoup l'importance de l'escalier. Alors c'est intéressant parce que finalement, dans aucune de leurs résidences, me semble-t-il, enfin je ne les ai pas toutes connues, mais il y a eu un tel esprit d'escalier que, évidemment, place des États-Unis, cet immeuble, immense hôtel particulier qui avait été construit par le père de Marie-Laure de Noailles, Maurice Bischofsheim. Et vous voyez ici ce qui a pu marquer tout jeune Jean et Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, empruntant cet escalier et découvrant la collection rassemblée par Marie-Laure et Charles de Noailles. Il évoque notamment évidemment les Goya, qui sont, on sait, qui sont l'œuvre d'un peintre très important et pour Pierre Berger et pour Saint-Laurent, mais aussi Burne-Jones. Le goût pour les pré-raphaélites anglais n'était pas très marqué à l'époque en France, vous le savez, c'est comme une mode un peu exotique, comme souvent ce qui est anglais pour les Français. Et Pierre Berger parle longuement de ce tableau, La roue de la fortune, qu'ils ont rêvé d'ailleurs d'acheter à la mort de Charles de Noailles, qui a finalement été donné, comme vous le savez, au musée d'Orsay à Paris. Alors, ce qui est amusant aussi dans on sent qu'il y avait une exposition Jean-Michel Franck à la Fondation Yves Saint-Laurent Pierre Berger à Paris et que c'est un sujet qui lui tenait très à cœur. Il évoque même dans son entretien la façon dont sont accrochés les tableaux. Vous voyez ce Picasso incroyable qui est accroché par une série comme ça de nœuds et d'éléments comme ça extrêmement sophistiqués. Et c'est là où il dit que pour lui, d'ailleurs, l'accrochage est autant une œuvre d'art que la maison elle-même. Et ce qui est frappant, évidemment, chez Marie-Laure et chez Charles de Noailles, c'est cette liberté qu'ils cultivent tous les deux à s'intéresser à la fois aux grands maîtres anciens, aux objets d'art, mais aussi, évidemment, à l'art moderne. Alors avec un tropisme surréaliste qui n'était pas vraiment le coup ni de Pierre Berger ni de Saint-Laurent,
mais en tout cas avec cette liberté de mélanger les objets. C'est assez fascinant quand on regarde aujourd'hui dans le détail les photographies de cet article dans Connaissance des Arts, de voir combien en effet on voit que cette maison aussi, place des États-Unis, a été un laboratoire fondamental aussi dans l'élaboration du goût et du Saint-Laurent et de Pierre Bergé. Je pense à ce panneau-là, extraordinaire, cette jeune fille qui est une sorte de panneau découpé qu'on a vu aussi, dont on a vu un exemple assez récemment, et ces sphères armillaires et ces objets de vermeil, pardon, merveille aussi, de vermeil, et ce Jéricho assez extraordinaire qui représente la croupe de chevaux dans une écurie, dans des écuries de façon superposée, qui est un tableau en lui-même relativement surréaliste. Vous avez quelques détails aussi de la collection, d'autres vues encore de l'intérieur, et vous le voyez, alors même si le rez-de-chaussée est évidemment encore très inspiré, très marqué par le XVIIIe siècle, en montant vers l'étage, et Pierre Bergé le note aussi dans son livre, évidemment, la découverte majeure était le grand salon qui avait été aménagé par Jean-Michel Franck à la demande de Charles et de Marie-Laure. Alors vous l'avez ici dans sa version aménagement, livraison assez dépouillée, et vous l'avez dans sa version post-installation à la fin des années 50, début des années 60, et où on voit, là encore, on devine aussi ce que cette liberté représente aussi pour de jeunes amateurs d'art qui vont se lancer dans l'aventure fabuleuse d'une collection, même si cet exercice de la collection, on le répète souvent, n'est pas du tout prévu, calculé, imaginé, mais au contraire, le fruit de hasard et de rencontres, comme la plupart du temps, l'élaboration du goût. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on retrouve au premier plan un livre sur Goya, vous voyez une main de bronze le cache, des objets 19e, on va dire, plutôt mineurs. Je pense à la petite table portante que vous avez avec un dessus de porcelaine qui est charmante, enfin, qui n'a rien de spécial. Et quand vous levez les yeux, évidemment, ce qui est frappant et bouleversant, c'est aussi bien la cheminée dessinée par Jean-Michel Franck, ces grandes plaques de parchemin sublime, et la façon dont la collection aussi de Charles et Marie-Laure de Noailles semble se déployer comme ça sur l'ensemble de cette surface. Vous avez ici une autre vue du salon, avec aussi cette manière d'accrocher sur les portes, quelque chose qu'on retrouve aussi notamment rue Babylone, et qui donne beaucoup de charme et beaucoup de densité aussi à cette façon de manifester, presque d'exaspérer son goût de collectionneur. Je ne vous détaille pas en détail tous les tableaux, mais vous avez à la fois les portraits de Marie-Laure par Balthus et par Marie Laurencin, et quelques-uns des chefs-d'œuvre évidemment de Salvador Dali, qui forment encore aujourd'hui un testament des années 30 et 40 assez remarquable. Alors c'est vrai que de cette expérience des Noailles, qu'il partageait aussi avec Jacques Grange de façon évidemment extrêmement forte, on retrouve dans beaucoup de projets évidemment de Jean-Michel Franck un goût qui va poursuivre aussi Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, y compris dans cette création de Franck qu'on connaît un peu moins, qui est l'appartement de Marcel Rochas, et qui fait beaucoup penser à l'appartement de l'avenue Breteuil dans sa façon aussi de jouer des miroirs et de recréer des espaces et des volumes, me semble-t-il. On le sait, quelque temps après, au début de la fondation, l'exposition Jean-Michel Franck a été particulièrement saluée par la critique et par les amateurs et le public, par l'exigence aussi qui avait été formulée par Pierre dans le choix des œuvres, puisque vous le savez, on ne fait de faux que ce que le marché aime, et qu'aujourd'hui, un domaine comme celui de Jean-Michel Franck est particulièrement piégé, et Pierre avait été très attentif au choix des pièces qui étaient présentées. Alors un autre goût assez fondamental aussi, je pense, dans l'élaboration de celui d'Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, c'est le goût de Rothschild, qui n'est pas une affabulation de ma part. Il y avait des amitiés très, très fortes, aussi bien entre deux et qui est Marie-Hélène de Rothschild, mais aussi Élie-Liliane de Rothschild. Et je trouve que ce qui est intéressant quand on explore comme ça dans le temps ce goût au mi-temps du XIXe siècle, nous sommes ici à Ferrières, c'est le chef-d'œuvre de John Paxton pour James de Rothschild à l'extérieur de Paris, ce qui est à l'époque déjà aussi une petite folie, et faire un palais rempli d'œuvres d'art qui ne soit pas un hôtel particulier citadin est déjà une sorte d'originalité de la part de James de Rothschild. Et on retrouve là encore à la fois ce mélange d'œuvres d'art venant d'à peu près tous les pays et toutes les cultures, mêlés quelquefois évidemment avec de l'art contemporain du temps, parce qu'il y a des portraits de famille qui sont faits par des artistes comme Ingres, qui est à l'époque un grand artiste contemporain, et en même temps cette passion pour des objets aussi d'ordre décoratif, type porcelaine de Chine, objets précieux. Et je ne résiste pas à vous montrer quelques-unes de ces pièces qui étaient
encore lors des bals auxquels ont pu participer Pierre Berger ou Saint-Laurent en l'état, parce que c'est bien plus tard qu'il a été décidé par Guy de Rothschild à la fois de laisser le château de Ferrières à la chancellerie de l'Université de Paris et en même temps de vider une grande partie des collections. Mais je trouve que l'atmosphère qui s'y déploie, à la fois grandiose et intime, est assez proche aussi de ce que Saint-Laurent et Pierre Berger ont développé ensuite pour leur propre projet. Ce qui est important aussi, c'est que, notamment à la Fondation Salomon de Rothschild, qui est un lieu qui est ouvert au public depuis longtemps, et j'en avais parlé une fois avec Pierre Berger, donc je sais qu'il l'a vu. Donc, quand on est historien de l'art, on essaie de se baser sur des preuves. Donc ça, j'en ai la preuve. Ce qui est important aussi, c'est que souvent des collections qui étaient à la fois très fortes dans le domaine du Moyen-Âge et de la Renaissance, et aussi dans le domaine des arts de l'islam. Et je crois que c'est quelque chose de très important à rappeler. Vous avez ici des intérieurs, alors à la fois pour la baronne Adolphe et la baronne Salomon de Rothschild, qui sont des années 1890 et qui montrent comme ça cet intérêt aussi pour une forme de fantaisie et de légèreté, au-delà du côté très somptueux de la plupart des intérieurs qu'ils ont pu commander à l'époque pour souvent exposer leur collection, même presque de manière publique, et un amour aussi des arts de l'islam, qui est souvent le fait des grandes familles de collectionneurs juifs en France au XIXe siècle, qu'on retrouve finalement dans la maison de Pierre Loti, qu'en bon charentais, évidemment, Pierre Berger, de son côté, connaissait parfaitement et vous en montre quelques vues qui, là encore, je trouve, sont extrêmement suggestifs comme élément d'élaboration d'un goût. Là, vous avez le bureau de Pierre Loti. Je pense que ce charmant bazar, en même temps très ordonné, ne peut être qu'assez évocateur de ce que l'on a pu voir ensuite dans, par exemple, rue Bonaparte. Alors, ce cours Rothschild, vous l'avez explicité ici dans l'hôtel Lambert, qui est un lieu que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ont bien connu. Vous avez dans le fond le fameux portrait de Petit de Rothschild par Ingres. Donc cette opulence mise en scène, mise presque en musique par Mongiardino à l'allemand de Marie-Hélène de Rothschild, est aussi, à mon avis, un laboratoire important, enfin un lieu important dans l'élaboration du goût de nos deux compères. Vous avez ici quelques vues. Alors aujourd'hui, vous savez que cet hôtel a été vendu et qu'il ne recèle plus ce type d'objet. On verra ce que ça donne à sa réouverture. Je suis sûr que ça sera sublime. Et vous voyez ici quelques vues, notamment d'un espace qui était qui marquait beaucoup les visiteurs et les collectionneurs, qui était ce vestibule qui était garni d'émaux de Limoges et d'émaux de Venise, qui sont deux domaines dans lesquels Pierre Berger a ensuite excellé en créant sa propre collection. Donc, pour le plaisir, quelques-uns de ces intérieurs. L'étage supérieur, vous le savez, était habité par Alexis Drédé, un autre ami, une autre connaissance, peut-être plus exacte, de Saint-Laurent et de Pierre Berger. Et vous sentez bien dans cet univers aussi déjà des traits communs qui ont pu influencer le goût de Saint-Laurent et de Pierre Berger. Évidemment, en histoire de l'art, les questions d'influence, vous savez, on peut en faire des thèses entières. Un tel a influencé un tel. Il y a à la fois ce que de jeunes amateurs d'art peuvent évidemment, parce qu'ils ont le goût des choses et la curiosité, peuvent percoler en eux et créer leur propre goût. Il y a aussi le fait qu'il y avait quelquefois des tendances qui étaient plus, on va dire, plus généralisées au sein de certains collectionneurs, au sein du marché de l'art, et que tout pouvait émerger aussi au même moment. Mais en tout cas, je pense que c'est important de montrer ces exemples, surtout qu'ils sont la plupart du temps des années 60-70. Pour ce qui est des Rothschild, je finis sur cet intérieur de l'hôtel Masseran, lorsqu'il appartenait à Élie et Liliane de Rothschild. Liliane de Rothschild était quelqu'un qu'aimait beaucoup Pierre Berger. C'était un peu moins une cliente de Saint-Laurent, me semble-t-il. Et ce qui est intéressant dans ce lieu magique, c'est que c'est deux lieux qui appartenaient à Étienne de Beaumont dans les années 20 et 30, où ont lieu la plupart des grands bals, le bal des matières, les bals surréalistes. Vous avez un exemple ici, et qui avait été ensuite racheté après la guerre par Élie et Liliane. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même façon, dans cet espace qui était un peu libéré de l'histoire de leurs propres parents, finalement, ils avaient essayé de le reconstituer comme un espace à eux, avec leur goût à eux, qui était à la fois un goût mélangeant le grand goût français et on va dire de grandes références à l'histoire européenne, comme vous le voyez ici. C'est même la couverture du fameux livre de Douglas Cooper, les grandes collections privées. Et vous voyez notamment le Rembrandt Rothschild, et aussi ce type d'objet que l'on retrouve et rue de Babylone et rue Bonaparte, tout en s'intéressant aussi à l'art beaucoup plus moderne. Et j'adore cette vue du salon qui se trouvait à l'étage, à l'hôtel Masseran, qui était une commande d'Élie de Rothschild, et on retrouve comme quelques chefs-d'œuvre à la fois de César, de Dubuffet, de Miro, de Fautrier, qui étaient des peintres qu'il aimait particulièrement,
et qui montre combien aussi dans cette génération-là, alors Élie et Liliane étaient un peu plus âgés que Yves Saint-Laurent et que Pierre Berger, mais on sent bien qu'il y a une volonté quand même partagée aussi par une certaine élite de s'émanciper de modèles anciens, classiques, pour aller partir un peu plus à l'aventure. Alors évidemment, une autre personnalité qui est majeure dans ce brassage, cet éclectisme, c'est Henri Samuel. Il l'est aussi parce qu'Henri Samuel est l'homme qui a formé aussi le goût de Jacques Grange, et Jacques Grange est évidemment crucial et fondamental dans l'élaboration de beaucoup d'intérieurs, et aussi de cette façon de mettre en valeur et mettre en musique le goût partagé. Et Pierre Berger insiste beaucoup dans son entretien d'ailleurs avec Laura Adler sur le fait que c'était quand même pas rien de partager déjà dans un couple, de partager le même goût et de pouvoir construire quelque chose d'un goût commun, ça n'est pas forcément évident. Et donc il le souligne lui-même, donc c'est pour ça que je me permets de le rappeler ici. Et c'est vrai que Henri Samuel est sans doute aussi une personnalité qui va beaucoup les marquer, parce que comme décorateur, il est aussi l'un de ceux qui affirme justement cette capacité de faire entrer l'art moderne et contemporain dans des intérieurs qui se voudraient plus classiques, ou dans un milieu qui, de manière peut-être plus naturelle et plus innée, serait plus classique. Alors, vous voyez le grand Brandveld qui dialogue avec des pièces d'Ikili, de César, mais aussi cette cheminée néoclassique absolument parfaite de proportion, le fameux salon où on retrouve le Balthus, et cette façon aussi d'accommoder finalement, d'accommoder des sources d'inspiration extrêmement différentes, de ne pas avoir peur. Et je pense que c'est ce que souligne Marie Nordehauer quand elle parle de sa collection, c'est ce que souligne Jacques Grange quand il parle de son travail, Marianne Castin, mais aussi Pierre Berger, je ne parle même pas d'Yves Saint-Laurent dans son travail de couturier, c'est cette façon de ne pas avoir peur et de s'autoriser toutes les audaces à partir du moment d'ailleurs où elles sont tempérées, construites à travers une culture, un goût et une forme d'éducation de l'œil qui est chez Pierre Berger et Saint-Laurent absolument fondamentale. Alors je mets cette photo, elle est floue, je suis désolé, je n'ai pas trouvé une meilleure, excusez, mais c'est un des premiers modèles de Saint-Laurent pour Christian Dior, et il est photographié dans l'intérieur d'Henri Samuel, puisque vous retrouvez derrière le modèle le même tableau de Balthus que nous avons vu tout à l'heure, et la même cheminée. Alors dans son livre d'entretien, je voulais vous les montrer parce que c'est des lieux qui me sont chers comme 19e, et que je sais aussi que Pierre Berger les aimait beaucoup pour en avoir discuté avec lui. C'est la Villa Stuck à Munich, qui est un chef-d'œuvre du symbolisme, et qui est la villa que se fait construire ce peintre et sculpteur très étonnant, un peu vampirique, en plein Munich, et qui est une ode finalement on va dire, à l'esthétique movement revue par nos amis allemands, un peu plus rigoureux, peut-être moins fou que ce qu'on peut voir en Angleterre à la même époque. Ça, c'est un lieu qui, je le sais, il le dit dans ce livre, l'a marqué. Et puis un autre lieu aussi par son sens de la collection et du goût et du brassage, qui n'est pas la Fondation Mag, il serait beaucoup plus beau, qui est le Kröller-Müller à Otterlo, qui est sans doute un des plus beaux musées d'Europe, fondé par les Kröller-Müller, un couple qui était passionné par l'art et qui aujourd'hui continue d'exister. Et surtout, ce qui est très frappant, c'est que les Kröller-Müller ont réuni une des plus belles collections de Van Gogh, mais aussi de Mondrian. Et ce lieu a aussi beaucoup marqué Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, y compris dans les parties, on va dire, plus 19e, en tout cas plus 1900, qui était le sorte de pavillon de chasse des à Saint-Hubert qui se trouve dans le fond du parc, qu'on peut encore aujourd'hui visiter, et qui me semble à la fois par son sens des couleurs, sa structuration, aussi un élément très inspirant. Alors évidemment, dans les autres sources d'inspiration, je sais qu'il y a des gens qui connaissent tout ça par cœur, donc j'essaye, si ce n'est de faire vite, en tout cas de faire intelligent. Un autre moment qu'on le sait est fondamental, c'est la vente de la collection Jacques Doucet en 1972. Fondamentale parce que elle met à jour quand même, elle accompagne la redécouverte de l'art déco qui a été menée à bien à l'époque un peu de façon un peu marginale par le musée des arts décoratifs, comme je n'y suis pour rien, j'ai plaisir à le dire, mais aussi évidemment un certain nombre de grands marchands parisiens. Et cette vente de 1972 est une vente fondamentale. Vous savez, le studio Jacques Doucet avait été vidé à sa mort. Certaines pièces très importantes avaient été données au musée d'art décoratif, d'où cette fameuse exposition dans les années 60. Et en même temps, cette vente est une forme de redécouverte assez majeure.
qui va exciter énormément le monde de l'art et des collectionneurs, et aussi le monde de la mode, que ce soit Karl Lagerfeld et Hélène Rojas, mais bien évidemment aussi et surtout Yves Saint Laurent et Pierre Berger, parce que c'est aussi finalement la redécouverte d'un personnage, puisque Jacques Doucet avait été, si ce n'est oublié, en tout cas un peu négligé, méprisé par la valse des générations. C'est que généralement on n'aime pas le goût de son père, on aime plutôt le goût de son grand-père. Et grâce à ça, bien, les choses se démodent ou reviennent à la mode. Dans cette collection que Jacques Doucet, alors qu'il n'était pas passé dans la vente de 72, mais il y avait ce meuble de bibliothèque, ce fauteuil de lecture, et dont je sais que Pierre Berger était très attaché parce qu'il est dans la collection du musée d'art décoratif et qu'il nous est arrivé d'aller le voir tous les deux, qui est en effet un chef-d'œuvre de Pierre Legrain. Et je vous remontre quelques vues évidemment du studio de Jacques Doucet, qui est évidemment un lieu aussi fondamental dans l'histoire du goût des années 20 et 30, évidemment, un lieu fondamental dans l'histoire de la modernité tout court, et en même temps, ça semble évident, un lieu qui a beaucoup compté aussi, ils ne l'ont pas connu, mais ils l'ont connu par ses images et par ses objets, qui ont beaucoup compté pour Pierre Berger et Yves Saint Laurent, à la fois dans cette capacité à mêler le high and low, le très prestigieux et le très banal, même si je ne sais pas si, le mot de banal peut convenir et à Jacques Doucet et à Pierre Berger et à Yves Saint Laurent. Mais ce que j'aime évidemment, c'est cette notion de mélange et d'atmosphère qui est aussi absolument fondamentale, parce qu'on y voit se mêler des pièces aussi majeures que les Poissons Rouges de Matisse qui se trouve aujourd'hui au MoMA, qu'à des pièces très très importantes évidemment de l'histoire des arts décoratifs et de l'histoire de l'art déco en particulier. Je pense notamment à Hélène Gray, à Brancusi, à Marcel Coard, à Pierre Legrain, qui sont des artistes représentés de manière majeure dans cette collection. Et on l'a un peu oublié, mais c'est vrai que cette vente de 72 a été un immense choc aussi, à la fois dans l'histoire du goût et dans cette revisitation en termes d'histoire de l'art de la période de l'art déco. Et pour qui a connu évidemment la rue de Babylone, le mélange, la densité, en même temps, ce qui est toujours fascinant, c'est à la fois un mélange qui laisse beaucoup d'espace et de respiration aux œuvres elles-mêmes, ce qui n'est pas gagné d'avance, quand on imagine la concentration de chefs-d'œuvre, et en même temps chacune vit. Donc la leçon de style et la leçon de goût, je pense, elle se trouve là aussi. Et évidemment, que ce soit entre Picabia et Miro, un goût surréaliste qui n'était pas forcément partagé totalement par Yves Saint Laurent et Pierre Berger, mais en tout cas qui était au cœur de la collection de Jacques Doucet, sans même parler des Demoiselles d'Avignon. Donc, quelques vues de ce studio. Un lieu évidemment laboratoire, un lieu époustouflant, où à la fois, je pense, pour la première fois, ils ont pu aussi découvrir de manière très, très forte le travail d'Hélène Gray, qui était encore relativement négligé, même si Hélène Gray était toujours vivante à cette époque. Et je pense à l'incroyable fauteuil dragon qui est devenu une icône, parce qu'elle est tellement iconique qu'il ne mérite pas forcément qu'on revienne dessus ici. Mais je pense surtout à l'exposition merveilleuse qui avait été organisée à la Fondation à Paris. Et j'aime beaucoup cette photographie parce qu'on voit les deux univers se mêler de façon très, très intime. Et on voit justement la justesse à la fois de cette influence et cette mise en regard, en perspective de deux moments du goût, et dans les années 20 et dans les années 70, 80, 90. Une autre vente importante, alors c'est devant ce pupitre que je le dis, le pupitre qui en provient, l'étiquette en témoigne, donc ne partez pas avec, c'est un objet de musée. Une autre vente importante, évidemment, je pense dans cette alchimie du goût, c'est la vente du mobilier provenant du palais du Maharaja d'Indore, Manipad, en Inde, au centre de l'Inde, une vente qui a lieu en 1980 à Monaco, qui est assez fondamentale là aussi, parce que c'est encore une autre vision des années 30, sans doute un peu moins exubérante et chatoyante que ce qu'elle n'était dans sa version années 20 chez Jacques Doucet, qui forment le rêve utopique du Maharaja d'Indore. Vous avez ici représenté par Beauté de Monvel et dans son costume occidental et dans son costume de parade indien, homme extraordinaire qui va faire construire en plein milieu de l'Inde un palais fabuleux, hyper moderne, qu'il confie à Carl Muthesius, qui était un architecte allemand qu'il connaissait. Et lors de cette vente, évidemment, des objets assez mythiques sont dispersés, notamment cette extraordinaire paire de lampes d'Eckhard Muthesius, qui rejoint alors la collection de Saint-Laurent et Pierre Berger. Et je pense aussi que dans ce modernisme de Muthesius qui était très prégnant, on retrouve aussi un écho de l'appartement de la ville Breteuil, qui est un lieu un peu plus secret, un peu moins connu, mais dont je trouve, quand on fait le rapport avec l'appartement de Marcel Rochas par Jean-Michel Franck, plus l'esprit rigoriste
ce que l'on trouve à Amenemhat dans le palais du Marché Windsor, des ressemblances frappantes. L'autre aspect de l'histoire du goût, ça n'est pas que d'aller voir, ne crée pas du goût qu'en allant voir d'autres collectionneurs ou d'autres intérieurs, c'est évidemment le rapport avec le marché de l'art. Voici à quoi ressemblait l'hôtel des ventes, pour ceux qui n'ont connu que dans sa face aujourd'hui très laide, rue de Rouault. Voilà à quoi a ressemblé l'hôtel de vente qui, à partir des années 1860, a été un des lieux les plus importants en Europe, où quand même toutes les plus grosses collections, on parle beaucoup du marché de l'art, Paris, New York, Londres, mais en 1870, quand on était un très grand collectionneur russe, on venait vendre ses collections à Drouot. Et c'est ce Drouot-là qui est aussi une sorte de laboratoire du goût pour les collectionneurs français dont se sont inspirés Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, de figures comme évidemment les frères Goncourt, qui sont une photo très rare de ce qu'on appelait le grenier, qui était leur appartement, leur hôtel particulier, boulevard de Montmorency à Paris dans le 16e, où ils aimaient aussi le côté très confortable, très intime, avec des objets chinés ou achetés en vente un peu partout en France. Et ces deux frères qui, par leur philosophie même, je pense surtout à Edmond Goncourt, qui survivra à son frère Jules et qui décidera, par un fameux testament, de disperser ses collections en considérant justement d'une certaine manière que le goût n'a de sens que quand il peut se transmettre. Et c'est dans ces lignes typiques, me semble-t-il, de la vente de la collection en 2009. Alors ce goût, sans aller jusque-là, mais on peut retrouver des traits communs. C'est celui de Claude Sauvageot, qui est un des grands collectionneurs français des années 1860, qui va donner sa collection au musée du Louvre. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas les voir présentés comme ça, c'est un peu dommage, c'est mieux, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils sont répartis un peu partout dans les salles du département des objets d'art. Ou le prince Soltykov, une aquarelle que j'aime beaucoup, parce qu'il y a le chien qui est au milieu et qui montre que c'est un espace de vie plus qu'un espace d'exposition. Et vous voyez là encore cette passion dévorante pour les arts de l'islam, pour le Moyen-Âge, pour la Renaissance, pour les armures, pour les objets de curiosité, et qui est aussi là aussi un des ferments du grand goût français de ceux qui sont inspirés et Pierre Berger et Saint-Laurent. Tout comme, au même moment, dans ces années 1860-70, cette passion pour l'Asie. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur le japonais, ça nous emmènerait trop loin, mais j'aime beaucoup ce lieu, il n'est pas très loin de Milly-la-Forêt, c'est le musée chinois de l'impératrice au château de Fontainebleau. Et on retrouve aussi dans cette forme à la fois de rigueur et d'exubérance des éléments communs qu'on peut retrouver aussi dans certains intérieurs, à Paris ou ailleurs, d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Tout comme, et il le dit aussi dans cet entretien, Pierre Berger le dit dans cet entretien avec Laura Adler, ce choc que fut pour lui aussi l'art africain. Alors, on est à deux pas de l'oiseau sénophore qui protège ce musée, qui nous protège ce soir d'une certaine manière. Mais ce qui est très frappant, évidemment, c'est que c'est un trait commun qu'ils avaient avec certains collectionneurs de leur époque, alors plus âgés qu'eux, évidemment, dans le cas d'Hélène Rubinstein, mais je trouve que là aussi, ces deux photographies de son intérieur, qui est Béthune, sont assez aussi révélateurs de cette audace et de cette capacité à mélanger à la fois Brancusi, l'art africain, Miro, Picasso, avec une forme de liberté et presque de sérénité qu'on retrouve, je trouve, dans les grands intérieurs de l'époque. Alors ce goût, il est aussi formé par le contact avec des marchands. Je pense que, comme personne de musée, je tiens toujours à le rappeler, parce qu'on a toujours l'impression, vu des musées, que il y a nous et le reste du monde. Quelquefois, d'ailleurs, les marchands ont l'impression qu'il y a eux et le reste du monde. Je crois beaucoup plus à une version plus inclusive, et que ce soit le goût de Nicolas Landau, et je me rappelle avoir parlé justement avec Pierre Berger après cette exposition fameuse à la Galerie Google. Évidemment, ce qu'il dit dans son livre, et à l'occasion de la vente en 2009, sur son rapport avec on les voit aujourd'hui, qui est Anatole France, dans le Grand Hôtel particulier, c'est la galerie qui se trouvait rue Saint-Honoré, qui avait été d'ailleurs aménagée par Henri Samuel. On les voit tout jeunes, juste après la mort de leur père Jacques Google, et j'aime beaucoup cette photographie, parce que c'est aussi à ces moments-là que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent vont commencer à devenir des visiteurs fréquents de la galerie. Mais je pense aussi à quelqu'un qui aimait beaucoup Pierre, qui s'appelle François Fabius. Et vous avez une vue ici de son stand à la Biennale de 2004, qui avait fait à l'époque sensation. C'était la seule fois que la galerie Fabius a exposé à une Biennale des antiquaires. Si vous êtes allé voir la Biennale des antiquaires cette année, vous pouvez mesurer le gap qui existe. C'est unique en 2004, donc ça n'est pas si loin non plus. Et ce goût là aussi très opulent, mélangeant à la fois des objets anciens, des objets 19e, et ce goût aussi de l'accueil d'une forme de chaleur qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'intérieurs de Saint-Laurent et Pierre Berger, comme dans cette aquarelle qui fait partie justement de la collection Fabius, et où on voit
l'intérieur du Duc de Morny à l'hôtel de la C, notre actuelle Assemblée nationale. Et vous voyez comment on est capable de créer en 1860 des intérieurs à la fois élégants et en même temps confortables, intimes, et qui, je crois, révèlent aussi de l'érudition et de la culture du personnage qui l'a mis en œuvre. Alors évidemment, il n'y a pas que les marchés ou que la France, que l'exemple français. Je voudrais juste citer l'exemple de la Morgan Library, qui est un lieu évidemment aussi, je pense, assez important, y compris parce que il y a tout l'aspect lié au livre et au manuscrit, qui est un aspect évidemment très important chez Pierre Berger, beaucoup moins chez Saint-Laurent, et qui est aussi, à mon avis, un autre élément du goût, comme évidemment l'opulence et le sens aussi de l'audace et de l'excentricité de certains intérieurs américains. Je pense notamment à ceux imaginés par Stanford White pour les Vanderbilt, pour les Astor, et cette capacité justement de mettre en lumière un goût, et un goût qui est souvent très éclectique, qui n'a pas peur de mêler des objets ou des meubles d'origine très différente pour créer justement une atmosphère. Sans parler même évidemment de l'hôtel Moïse de Camondo, qui est un musée qui appartient aujourd'hui au musée des arts décoratifs, et dont je le sais, Pierre était un grand amateur et un grand amoureux. Alors voilà, c'est de tout ça, finalement, à mon sens, et on peut se tromper, et l'histoire de l'art, on a le droit de se tromper, qu'est le terreau et finalement le terrain de jeu sur lequel va se développer ce qu'on pourrait appeler le goût du salon et de Pierre Berger. Il sera un jour intéressant de voir le goût de l'un et le goût de l'autre, même si Pierre Berger insiste beaucoup justement sur cette question d'un goût commun, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, il y a des goûts qui n'étaient pas toujours totalement partagés. J'aime beaucoup cette photographie rue de Babylone parce qu'on voit qu'on en est aux prémices. Il y a ce Chesterfield un peu fatigué qui n'est pas ni très Berger ni très Saint-Laurent. Et je trouve ça un peu émouvant, comme d'ailleurs la première photo que je vous ai montrée, de voir comment, à partir de cette place fabuleuse, hein, l'appartement de Marie Cutoli était quand même un lieu assez magnifique, comment à partir de tout ça, un jeune couple va pouvoir comme ça développer ce qui est aujourd'hui, je pense que tout le monde en sera d'accord, une icône de l'histoire du goût mondial pour le XXe siècle. En tout cas, je pense que si on regarde 10 images, il y aura sans doute quelque part une vue de la rue Babylone. Alors ce lieu, certains d'entre vous l'ont connu, très bien, moins bien. Moi, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, et juste au moment de la vente, juste avant la vente de 2009, au moment où l'appartement était encore plein, décoré. Et ce qui était frappant, évidemment, c'était que on pouvait se sentir comparablement dans la situation de Pierre Berger ou de Saint-Laurent montant l'escalier de la place des États-Unis chez Charles-Marie Laure de Noailles. À la fois dans l'atmosphère qui s'en dégageait, à la fois aussi dans une forme de rigueur. Et Pierre Berger aussi, dans son entretien avec Laura Adler, insiste beaucoup sur cette idée d'exigence et de rigueur, qui sont 2 mots qui lui vont très bien. Ce qui est frappant, évidemment, même dès l'entrée, c'est à la fois ce mélange d'un certain grandiose dans l'architecture et le décor qui a été imaginé avec Jacques Grange, et en même temps déjà cette idée que l'intérieur, le goût, est un espace aussi d'expression et de liberté. La tête bicéphale que vous avez là aujourd'hui est un des chefs-d'œuvre du Getty Museum. Au moment de la vente, a été totalement redécouverte alors qu'elle avait été achetée par Pierre Berger de manière très intuitive, sans savoir que c'était une pièce qui venait de Fontainebleau et qu'elle avait été un des très rares bronzes encore conservés de nos jours de Pimétis. Je vous remontre quelques images parce que finalement on s'en lasse pas de ce lieu rue de Babylone. Là encore, ce qui est toujours marquant évidemment, c'est cette capacité parce que c'est évidemment passé à travers cette histoire du coup de cohabiter des objets extrêmement différents, qui n'ont pas forcément été faits ou imaginés par leur créateur d'ailleurs pour finir en dialoguant avec d'autres de ces objets, que ce soit Jéricho, Gris, que ce soit l'oiseau sénoufo, que ce soit quelques chefs-d'œuvre de l'art déco, avec cette capacité aussi à transcender finalement ces exemples du goût qu'on a pu voir ensemble. Je ne pense pas que quand on voit cela, ça ressemble à l'intérieur de la place des États-Unis de Charles-Marie Laure de Noailles. C'est une autre façon aussi de 30, 40 ans plus tard, de revisiter ce qui a pu être un grand modèle à la fois dans le domaine de l'histoire de l'art et du collectionnisme, et
que les objets, d'une certaine manière, n'étaient pas mélangés de cette façon au sein de la place des États-Unis. Ce qui est évidemment toujours frappant, parce qu'il y a sans doute aussi derrière tout ça cette culture immense que j'ai essayé de vous évoquer. Il y a aussi cette capacité à choisir et à rassembler des objets qui sont extrêmement polysémiques. Le fameux tabouret curule que vous avez au premier plan de Pierre Legrun et qui provient de Jacques Doucet, c'est un objet que moi j'ai découvert comme conservateur pour le Louvre à Abu Dhabi. Et quand j'ai vu cette pièce, j'ai dit à Laurence Descartes, musée d'Orsay, voilà ce type de pièce dont nous avons besoin, parce qu'on peut dire beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses sur l'influence de l'art africain sur la modernité, sur l'art déco, sur l'histoire du goût. Et qu'aujourd'hui, quand vous prenez dans un musée, ce qui a de l'intérêt, je pense que c'est ça qui fait la force et la sève de l'histoire du goût, c'est qu'il raconte toujours plusieurs histoires. Ce qui est aussi, je pense, très fort, c'est que c'est cette capacité aussi de mêler ensemble ceux qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Je pense aussi bien à Burne-Jones, qu'au Matisse, qu'au Vuillard, qu'au Munch, Chirico, qui ne sont pas des petits tableaux, qui ne sont pas de gentils tableaux qui sont là pour parfaire un mur. C'est vraiment en tant que tel des chefs-d'œuvre qui pourraient très bien tenir sur un mur tout seul. Mais le goût est une façon, au contraire, de les transcender, de les faire chanter en les confrontant les uns avec les autres, de façon aussi, je trouve, extrêmement respectueuse et chantante. Ce que j'aime ici, par exemple, parce qu'à un moment donné, toujours dans ce... Je suis plus effréné pour le regard et l'acte sud. Heureusement, François Dissel n'est plus ministre, on va pas penser qu'il fait la courte échelle. Ce qui est, Pierre Berger le dit dans ce livre d'entretien, que ce qui est fondamental, c'est le détail. Alors lui, comme chef d'entreprise, le détail est fondamental. Il est aussi comme quand on est un grand bibliophile. Le détail, le sens du détail, il est complètement crucial pour un grand couturier, évidemment. Et c'est ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est justement cette capacité aussi dans le détail, et c'est ça le goût, à faire cohabiter des objets qui n'ont rien à voir. Je trouve que notamment la photographie que vous avez à droite, est assez exemplaire de tout ça, parce que cette verdure 15e ou 16e, avec des vases de galets, avec des ivoires du XVIIe siècle, avec ce canapé anglais, enfin tout est fait pour être une rencontre improbable, alors là, pour le coup purement surréaliste au sens de l'autre amont du terme, et en même temps il y a quelque chose qui reste unique et qui restera unique pour l'histoire du goût du XXe siècle. Je vais aller un peu plus vite parce que je sais que sinon Caroline va hurler, n'est-ce pas Caroline? Je voudrais m'arrêter sur cette photographie parce que je trouve que voilà un clin d'œil très subtil aussi au goût des Noailles, et en même temps qui n'est pas le goût des Noailles, si on le regarde dans le détail. Évidemment, la tapisserie L'Adoration des Mages de Burne-Jones, qui a été offerte au moment de la vente au musée d'Orsay, qui est un pur chef-d'œuvre à la fois des arts and crafts et du pré-raphaélisme anglais. Et puis surtout, ce qui m'a toujours frappé, c'est ce petit vase grec que vous avez en haut, à gauche, rempli de tournesol, et qui est une sorte de clin d'œil direct à celui qu'on trouve sur une des tables basses rue Place des États-Unis. Et en même temps, il y a une liberté, une présence aussi peut-être de ce qu'est l'intime, de ce qu'est la vie intime, les photographies, les livres, les revues, qu'on n'a pas forcément dans les 30 ou 40 photographies que je vous ai montrées tout à l'heure, et qui sont aussi la touche d'un goût qui est en perpétuelle création, avec aussi cette audace dans la modernité. Je pense à la pièce de François-Xavier Lalanne, qui est pour moi, je pense, un de ses chefs-d'œuvre, si ce n'est le chef-d'œuvre incomparable, et la présence tutélaire de Mondrian. On a souvent parlé de Mondrian d'un point de vue, hélas, un peu anecdotique, en le rapprochant de la robe, en elle-même finalement une icône de la modernité. Mais en même temps, je pense que chez Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, la résonance devait être aussi tout autre. C'est que j'ai voulu vous parler tout à l'heure du Kröller-Müller. Aujourd'hui, Kröller-Müller, je vous invite à aller le voir si vous ne connaissez pas. C'est un musée qui se mérite. Il faut mettre 2 heures en voiture pour y aller. Donc, on ne fait pas comme ça en prenant un bus. Et donc, je pense que quand on va là-bas, c'est pour voir et pour chercher aussi quelque chose qui est en résonance très intime avec ce que vous pensez vous-même de ce qui est une grande œuvre d'art. Évidemment, cette atmosphère, tout ce que j'ai pu vous montrer, à la fois chez Castin au XIXe siècle, même chez Christian Dior, on le retrouve dans évidemment beaucoup d'autres créations.
et grands décors, que ce soit à Deauville, que ce soit évidemment ici au Maroc. J'aimerais finir plus particulièrement sur un lieu qui a peut-être été un peu minoré par rapport à l'importance de la rue de Babylone dans l'histoire du goût et dans l'histoire du décor intérieur. C'est l'apparentement de la rue Bonaparte. Dans ces deux versions, finalement, et ce que je trouve assez subtil et assez touchant, c'est que entre avant 2009 et après 2009, il y a à la fois des grandes différences, mais qui s'apparentent à un jeu des 7 erreurs qui est un peu anecdotique, qui n'est pas intéressant. Ce qui est frappant, c'est que le goût reste le même, comme une sorte presque de combat personnel. Vous avez ici l'entrée, la petite chambre de repos, le salon qui est merveilleux parce que si vous revenez mentalement, puisque vous avez enregistré toutes les images que je vous ai montrées à l'hôtel Lambert ou à l'hôtel Masseran, chez Marie-Hélène et Guy de Rothschild ou chez Liliane de Rothschild, cet esprit-là qu'on retrouve, sans doute à mon avis, un peu plus cultivé, un peu plus intelligent, j'ose le dire, parce que la présence du livre et l'espèce de toujours de soif d'apprendre est très, très présente dans ces intérieurs. Et on sent aussi toujours que d'ailleurs, ces livres sont des livres qui sont lus. C'est une phrase que j'avais beaucoup de Pierre Berger après au moment de la deuxième vente de la bibliothèque, disant ça, c'est pour ceux qui lisent les livres. Donc, voilà, parce que c'était avant tout aussi pour le plaisir de la lecture. Vous avez notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est cette photographie de gauche, c'est l'incroyable succession des émaux de Limoges, qui sont pour beaucoup des véritables chefs-d'œuvre. Il y en a deux aujourd'hui maintenant, dans les collections du Louvre à Abu Dhabi d'ailleurs, et qui, je pense, témoignent parfaitement justement de cette façon aussi de transmettre, de passer un goût pour des générations contemporaines, sans parler de ce fameux salon au Trésor des Hanovres, cet ensemble absolument fabuleux qui avait été acheté par Pierre Berger chez Google. Vous avez ici quelques exemples. C'est le passage d'un contexte très régalien. Vous avez en haut une exposition assez majestueuse de cette collection, d'une part de l'entièreté de cette collection en 1868 lors d'un mariage au sein de la famille royale de Hanovre, et ensuite certaines des pièces ayant rejoint les collections de Pierre Berger rue Bonaparte. Vous avez une version de ce salon il y a encore quelques temps, et ce que je trouve assez beau et assez émouvant, c'est que finalement, entre l'une et l'autre, sans être totalement déplaisant à l'égard de la très belle gentille dame et à cet écorché extraordinaire de Buffet, parce qu'on ne peut pas la comparer, on ne peut pas les comparer l'un à l'autre évidemment, mais en tout cas c'est ce même sentiment, je dirais, de participer à la continuité d'une certaine idée du très grand goût français. Je finirai sur cette image de Mario Praz, parce que c'est quelque chose que, comme historien de l'art, je m'interrogeais sans avoir pu l'exprimer. Et en fait, Madison a donné la clé dans la préface du catalogue. C'était un élément que moi, je ne connaissais pas, qui m'a beaucoup marqué. Le fait que, en effet, Mario Praz, grand historien de la littérature et de l'histoire de l'art italien, romain, c'est un homme qui porte encore malheur à Rome. Quand vous dites que vous aimez Mario Praz, les gens se signent, font des gestes, parce qu'on l'appelle le malocchio, considéré qu'il portait malheur. Alors que je pense que c'est au contraire un des plus grands humanistes que le XXe siècle ait porté. Et il écrit en 1958 ce livre incroyable qui s'appelle La Casa della Vita, qui a été traduit ensuite en français aux éditions du Promeneur, assez tardivement cependant, où en plusieurs centaines de pages, il décrit chacune des pièces de son appartement romain au Palazzo Primoli. Il décrit chaque pièce, chaque objet, leur provenance, l'histoire qu'il porte. Il fait des rapports avec d'autres lieux. Il évoque son rapport aussi avec certains amateurs d'art avec lesquels il a pu être en compétition pour acheter ou quelquefois auprès desquels il a tellement insisté qu'il a pu récupérer certains de leurs joyaux. Et je trouve que finalement, grâce à cette mention dans la préface du catalogue, a posteriori, et c'est ça qui rend les choses encore plus belles, on est en mesure finalement de reconstituer cette espèce d'extrêmement divers, éclectique, subtil puzzle qu'est l'histoire du goût, et qu'est l'histoire du goût du Saint-Laurent de Pierre Berger. Peut-être que le regret qu'on aurait aujourd'hui, c'est que Mario Praz ne les ait pas connus et n'ait pas aussi écrit à son tour quelques maisons de la vie consacrées à leurs intérieurs et à leur goût. Voilà, je vous remercie. Alors, Sophia me demande s'il y a des questions, auquel cas je ne serais peut-être pas forcément en mesure d'y répondre. Si votre curiosité est totalement étanchée,
Charles. C'est une commande, tout comme d'ailleurs les grands miroirs commandés à Claude Lalanne de son côté. C'est évident que, par exemple, c'est un élément du goût chez les deux qui est fondamental parce que, en effet, ils n'ont pas forcément soutenu beaucoup d'artistes qui leur étaient contemporains. En même temps, j'y vois une grande différence par rapport à Charles et Marie-Laure de Noailles qui ont pu défendre et passer de grandes commandes à des artistes contemporains. Euh, à leur manière, tous les deux étaient aussi des artistes contemporains. Et je pense que ce souci d'accompagner aussi la création était sans doute un souci qui était quotidien au sein de la maison. Et que je pense que cette énergie-là est totalement aussi focalisée là-dessus. Et que finalement, à la différence de Marie-Laure ou de Charles, de Noël, qui ont beaucoup soutenu la création, à tel point qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des créateurs, des mécènes, c'est comme ça que je m'explique aussi peut-être un peu cette sorte de retrait par rapport à l'art contemporain. Même si aussi, il ne faut pas négliger le fait que le goût, comme la collection, tout le monde le sait ici, c'est le fruit aussi de hasard, de rencontres. Après, on y plaque le destin en disant que ça ne peut pas se faire autrement. Mais toujours dans son livre, l'histoire de notre collection de tableaux, Pierre Berger relève à plusieurs reprises qu'il y a des grands artistes qui ne sont pas dans la collection, qui sont des artistes contemporains, qui leur étaient contemporains, et que en fait la rencontre ne s'est jamais faite et qu'ils n'ont jamais été en mesure soit de les rencontrer, soit de les acheter. Je pense que certaines personnes seraient beaucoup mieux placées pour moi pour le dire. Et je pense qu'à l'époque, les puces n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, donc c'est des endroits beaucoup plus libres. Et je pense aussi que, et c'est la petite réflexion de Pierre Berger, je crois que j'ai la citation exacte quelque part, les marchands sont devenus des garistes, aujourd'hui ils exposent. Dans les années 60-70, si vous étiez rue Jacob ou rue de Seine ou du côté de Rouault, il y avait une sorte de familiarité qui s'instaurait, d'aisance à rentrer dans des lieux, à discuter, peut-être sauf d'ailleurs chez Madame Castin, qui en général, dès que quelqu'un était intéressé par un objet, refusait de le vendre ou donnait un prix exorbitant, totalement délirant par rapport à sa réalité. Donc c'était un mélange des deux, mais je pense que le rapport à la fois au marché de l'art, en maison de vente et au commissaire-priseur et le marché de l'art dans les galeries était sans doute, de mon point de vue, à part deux très grands marchands, notamment art décoratif, beaucoup moins pompeux qu'il ne l'est aujourd'hui, hélas, faut quand même dire les choses. Aller, aller rue Jacob acheter, c'était peut-être l'équivalent de chiner aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, aller rue Jacob, c'est déjà passer un seuil que tout le monde n'a pas envie de passer, ou en tout cas, ne se sent pas forcément équipé pour le passer.